Et on poursuit notre discussion avec Cyril Amourski. Bonjour, merci d'être présent sur France 24. Vous êtes journaliste de guerre, journaliste franco-russe. Vous disiez il y a 2 mois maintenant, ici sur notre antenne, que les jours de Prigojine étaient comptés. Les faits vous ont donné raison, vous n'êtes donc pas étonné? Non, je ne suis pas étonné parce que, on l'a vu d'ailleurs dans une interview, il me semble, de 2018 de Poutine, que la pire des choses qui puissent exister, c'est la trahison. Et s'il y a bien une chose qu'il ne pardonne pas, c'est la trahison. Je pense qu'il a tout à fait raison là-dessus, dans la mesure où il est tout à fait transparent sur cette question. Et donc, il n'a pas pardonné cette trahison. Ça a été vécu comme un événement terrible pour lui. Alors, je sais que certains experts ont essayé de dire, y compris des responsables gouvernementaux ukrainiens ont essayé d'expliquer que Prigojine l'a fait avec l'autorisation de Poutine et qu'en réalité, ce qu'il a fait il y a 2 mois, c'était une opération organisée par le Kremlin pour essayer de trouver les traîtres. Moi, je n'y crois pas. Enfin, je n'y croyais pas. J'y crois encore moins aujourd'hui parce qu'apparemment, donc, il est mort. Ça confirme donc effectivement ma thèse que la trahison n'est pas pardonnée et on en voit les conséquences. Vous dites apparemment il est mort, est-ce que vous avez encore des doutes? Non, personnellement, j'ai pas de doute, mais j'essaie de quand même prendre certaines pincettes à ce sujet parce qu'on n'a pas de confirmation officielle de la part du Kremlin, même s'il y a énormément de sources différentes qui l'ont confirmé, des médias russes différents, qu'ils soient pro-gouvernementaux ou indépendants, pas forcément affiliés au Kremlin, des sources comme des personnages politiques différents, à savoir le collaborateur et le soi-disant gouverneur de la région de Zaporizhia, qui était un ami proche de Prigojine, qui a confirmé cela, une autre journaliste. Enfin bref, il y a beaucoup de sources différentes qui confirment cela, y compris des sources militaires, c'est-à-dire proches de Wagner, dont des chaînes Telegram. Donc moi, je n'ai aucun doute là-dessus. J'essaie de faire quand même attention parce qu'on n'a pas de confirmation officielle de la part du Kremlin, par exemple. Et justement, comment est-ce que vous interprétez ce silence de la part du Kremlin? Il y a Poutine qui vient de s'exprimer notamment au sommet des BRICS sans parler de Evgeny Prigojine. C'est vrai que c'est étonnant, mais enfin non, ou pas forcément étonnant. C'est étonnant dans la mesure où même, par exemple, lorsque Boris Nemtsov a été tué en 2015, alors qu'on ne peut pas dire que Nemtsov était un ami de Poutine, bien au contraire, l'opposition russe considère que c'est Poutine lui-même qui a commandé son meurtre. Poutine s'était exprimé, il s'est rendu sur place et il lui a rendu hommage. Aujourd'hui, on ne voit pas la même situation avec Prigojine, mais je pense que peut-être la raison à cela, c'est qu'il n'y a pas de confirmation officielle encore de la part du Kremlin. Alors après, de toute façon, comme je l'ai expliqué, moi je considère que sincèrement, Poutine a une véritable dent contre Prigojine, qu'il a exprimé en le tuant donc hier avec un missile soi-disant S-300, donc un missile antiaérien. Moi, je ne crois pas à la thèse d'un attentat ou quoi que ce soit à bord de l'avion. Apparemment, il y a eu 2 explosions différentes, donc plutôt un système antiaérien. Et je pense que peut-être que Poutine ne réagit pas tant qu'il n'y a pas de réaction officielle de la part des instances compétentes, disons. On voit ici Evgeny Prigojine aux premières heures de la mutinerie, et c'est vrai qu'il avait été accueilli et acclamé par une partie de la population. Est-ce qu'il avait gardé une popularité, une certaine aura en Russie? Il avait gardé une certaine popularité. Alors certes, il y a une partie de la population qui ne l'aime pas, qui ne l'apprécie pas, qui ne le comprend pas. Il y a une population qui, par exemple, écoute beaucoup plus le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, dont Shoigu est donc à la tête, et ne font pas confiance à Prigojine. Il y a d'autres personnes qui appréciaient son style beaucoup plus franc, beaucoup plus transparent, beaucoup plus direct. Je connais des personnes dans mon entourage même, c'est-à-dire de ma famille, qui détestaient Prigojine, détestaient Poutine, et qui, avec le discours de Prigojine, au final, se sont tournés vers lui, lui ont fait confiance. Et je pense que c'est resté malgré tout. Beaucoup de personnes ont été déçues également du fait qu'il n'ait pas voulu aller jusqu'à Moscou, alors qu'apparemment c'était son plan initial il y a 2 mois. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'avis mitigés à son sujet. Après, vous l'avez vu, il y a des personnes qui se sont rassemblées à Saint-Pétersbourg pour lui rendre hommage. Mais il ne faut pas oublier qui était Prigojine. Prigojine, une fois de plus, moi je suis convaincu qu'il est mort. Prigojine était le leader d'un groupe terroriste reconnu par la France par l'Assemblée nationale comme un groupe terroriste qui est responsable de viols multiples, de massacres financé aussi par l'État russe, hein, c'est ce que avait révélé Poutine. Oui, et Poutine l'a admis lui-même, alors qu'avant, c'était un sujet qui était complètement tabou. Il disait que cela n'était absolument pas possible. Et au-delà de l'Ukraine, M. Véran l'a rappelé, il y a également eu des opérations absolument terribles, des exactions terribles, que ce soit en Syrie ou dans d'autres pays en Afrique. Donc il ne faut pas oublier ce que c'est Wagner, et il ne faut pas oublier qui est Prigojine. Il ne faut pas
le dépeindre en tant que héros de la mutinerie ou d'une résistance anti-Poutine. C'est absolument pas le cas. La mutinerie a commencé aussi parce que Wagner et Prigojine voulaient tuer de façon plus efficace les Ukrainiens. Et il ne faut pas l'oublier. Oui, et on évoquait et présentait parfois les hommes de Wagner, ces miliciens, comme de la chair à canon, envoyés au combat, notamment pour prendre la ville de Bakhmout, ville clé, hein, que les Russes et les Ukrainiens se sont disputés pendant des mois. Est-ce que les miliciens combattaient encore en Ukraine après la mutinerie ? Non, apparemment, ils ne combattaient pas, c'est-à-dire qu'ils ne combattaient pas, en tout cas, sous l'égide de Wagner. Après, certains ont décidé de rejoindre l'armée régulière, donc l'armée qui est sous les ordres de Shoigu et donc du ministère de la Défense. Et il y a des personnes comme celles-là qui ont rejoint tout à fait l'armée régulière. Donc, dans une certaine mesure, la réponse est oui et non. Donc de ce point de vue-là, oui. Du point de vue de Wagner même, non. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs milliers de soldats de Wagner qui ont pris la décision de partir au Bélarus pour s'entraîner, se regrouper, entraîner l'armée bélarusse. C'est toujours pas clair. Apparemment, une partie d'entre eux ont été évacués ou ont décidé de prendre la fuite du Bélarus et plutôt pas prendre la fuite, mais revenir sur le territoire russe. On n'a pas encore de confirmation à ce sujet, donc prudence. Mais on sait en tout cas que voilà, il y a certains soldats qui ont décidé de rejoindre les rangs de l'armée régulière. Et pour d'autres, eh bien, si ce n'était pas le cas, ils n'ont pas pu revenir sur le terrain. Merci beaucoup Cyril Amourski pour votre expertise donnée sur France 24. La mort présumée de Prigojine fait la une de l'actualité, on l'a bien compris. Elle s'invite